joli. Tu me diras ce que t'en penses, tu me dis. On y va ? Allez hop. On y va, très bien. Bon, bah écoutez, ce soir nous allons vous parler des achats responsables. Donc évidemment une opportunité pour les entreprises. Évidemment peut-être pour vous qui êtes ici présents ce soir, parce que vous êtes déjà sensibles à ces sujets. On va voir pourquoi c'est une réelle opportunité pour les entreprises, une opportunité de développement, une opportunité de bien vivre au sein de l'entreprise et avec ses partenaires à l'extérieur de l'entreprise, et également bien sûr une opportunité d'économie, puisque Anita vous présentera tout à l'heure, mais bien souvent des gens pensent que tout ce qui est démarche développement durable, achat responsable, ça va coûter plus cher qu'auparavant. Mais ça, ce sont des idées reçues qui sont totalement fausses, puisque nous, on constate en intervenant donc, auprès de nombreuses entreprises sur le secteur et partout en France que bien souvent, enfin tout le temps, les entreprises qui mènent des démarches d'achat responsables, au final, sont tout à fait gagnantes au niveau économique. Bonjour. Donc voilà, donc ce soir, nous sommes Anita Lissard du cabinet Atlans et moi-même pour représenter donc, le cabinet Atlans. Nous intervenons auprès d'entreprises privées ou collectivités publiques dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'industrie agroalimentaire, dans le secteur du service également, pour accompagner donc, des structures pour l'optimisation de leurs achats et également pour mettre en place des politiques achats cohérentes par rapport aux stratégies d'entreprise. Donc sur le thème des achats responsables, donc pour décliner une stratégie responsable, une stratégie de développement durable au niveau des achats. Donc ça se traduit par tout un tas de dispositifs, comme par exemple mettre en place une politique d'achat responsable au sein de l'entreprise, développer des accords de partenariat avec des fournisseurs qui répondent à certains critères sur lesquels l'entreprise estime qu'elle se doit de travailler. Ça peut être mise en place de conditions générales d'achat, d'outils pertinents pour améliorer aussi la façon de travailler en interne et de communiquer avec l'externe sur toujours ce qui concerne les achats. Donc beaucoup de choses différentes qui sont plus ou moins, qui sont tout à fait adaptables, mais qu'il ne faut pas standardiser, je dirais, parce que chaque entreprise est différente, a des objectifs différents, des tailles différentes, des contraintes internes différentes. Donc ça, c'est attention à toujours en tenir compte pour ne pas faire du standard qui ne se prêterait pas totalement à l'objectif et aux conditions dans lesquelles l'entreprise évolue. Donc voilà, globalement, donc, nous ce soir, nous sommes vraiment là en tant que spécialistes des achats. Et donc on est là pour répondre à toutes vos questions. Et Amélie Clabé-Navarre, qui interviendra après, qui représente la Chambre de commerce de Bayonne et Pays Basque, et qui vous présentera un dispositif de formation-action qui a été mené cette année avec 6 entreprises participantes. Donc ce sera l'occasion de revenir sur ce dispositif-là. Avec l'ADEME, pardon, c'est vrai, tout à fait. Excusez-moi, donc il y avait l'ADEME, le CEDAF, mais ça après Amélie rentrera dans le détail. Bon, Amélie est là en tant que chambre de commerce, mais effectivement il y avait d'autres partenaires pour mener à bien ce projet. Voilà. Anita, je te laisse la parole. Alors, donc pour parler des achats responsables, donc du sujet, tout le monde connaît la notion, on va dire, d'achat dans sa globalité. On va s'interroger sur ce que c'est le terme, pourquoi ce terme de responsable, d'où ça vient. En fait, ce terme responsable qui est venu se greffer sur la notion d'achat est apparu dans les années 2000, avec l'apparition de la notion en fait, de responsabilité sociétale des entreprises. Là, je vous fais juste un petit rappel des grandes notions pour recentrer un peu le sujet. Donc, cette notion de responsabilité sociétale, elle est apparue en fait pour permettre aux entreprises en fait, de prendre conscience du fait de leur responsabilité qu'elles ont envers la société, envers l'environnement. Et donc envers toutes les différentes, ce qu'on appelle les parties prenantes, qui interviennent
autour, on va dire, qui gravitent autour de l'activité de l'entreprise. Donc vous avez d'une part, on va dire, tous les clients de l'entreprise, d'autre part tous les fournisseurs, mais vous avez aussi les salariés qui rentrent justement dans les, on va dire, les impacts de l'activité de l'entreprise, les actionnaires s'il y en a, et aussi donc l'environnement. Donc c'est vraiment s'interroger en fait sur la responsabilité, on va dire, de l'entreprise, ses différentes responsabilités par rapport à ses parties prenantes, par rapport à son activité. Et donc remettre ce concept en fait de responsabilité à l'acte d'achat. Voilà. Donc suite à cette émergence du concept de responsabilité sociétale, en 2010 est apparue en fait la norme ISO 26000 qui reprend en fait sept grands piliers, 7 grands principes, lignes directives, et qui a pour but en fait c'est plus un guide pour aider les entreprises à mettre en place justement une démarche RSE en fait au sein de leurs entreprises. Donc ensuite, cette norme ISO 26000, elle a été déclinée donc aux achats, d'où la notion d'achat responsable. Et donc ces 7 piliers, on les retrouve, c'est donc ce qu'on appelle la gouvernance. Donc c'est vraiment ce qui, on va dire, chapeaute l'entreprise, c'est-à-dire politique d'entreprise, vraiment la vision macro de l'entreprise. Il y a donc tout le volet relations et conditions de travail que peut avoir donc l'entreprise par rapport à ses salariés. Donc c'est par exemple ça peut être adopter une politique de promotion du capital humain et de respect justement ce qu'on appelle les groupes vulnérables. Donc, ça peut être les personnes en difficulté, les personnes à mobilité réduite. Vous avez toute la notion aussi de droits de l'homme qui vient intégrer en fait ce guide donc le respect des droits de l'homme, que les salariés puissent travailler dans des conditions convenables, sans discrimination, dans des conditions de travail respectables, par exemple. Vous avez la notion environnementale, tout ce qui est notion loyauté des pratiques, donc être, on va dire, transparent par rapport aux pratiques effectuées vis-à-vis de ses fournisseurs, par exemple dans les différents appels d'offres ou dans les différents échanges avec les fournisseurs. Il y a aussi tout le volet, donc les questions, ce qu'on appelle les questions relatives aux consommateurs, donc par rapport, on va dire, au consommateur final, à apporter de la transparence et des réponses justement aux questions, aux interrogations que peuvent avoir les consommateurs. Et le 7e volet, c'est donc tout le volet communauté et développement local. Donc essayer de favoriser par exemple tout le tissu local, de maintenir une activité économique locale grâce en fait à son entreprise. Donc ça c'est vraiment les 7 piliers de l'ISO 26000 qui sont ensuite déclinés on va dire aux achats responsables. Donc suite à ça, on peut se poser la question, qu'est-ce que selon vous donc suite à cette petite introduction, selon vous, qu'est-ce que ça évoque les achats responsables? Par exemple, des mots, si vous avez un mot qui vous vient à l'esprit, quand on vous parle d'achat responsable, qu'est-ce que vous visualisez? Oui. Il y a l'éco-conception, le fait d'avoir une performance énergétique vis-à-vis du produit. Oui, donc le côté... ouais. Donc performance énergétique, donc un peu le côté environnemental, on va dire. Qu'est-ce que ça vous évoque d'autre par rapport à ce qu'on vient de dire? Circuit court. Les circuits courts, oui. Donc local. Donc local, oui. Donc dans quel but? De préserver l'emploi local, de limiter les transports, donc le côté environnemental qui rentre en jeu. Ouais. Il y a aussi un côté économique qui vient se greffer sur la réflexion. Ouais. Il y a le côté
justement développement, quand on dit l'emploi local, on va dire promouvoir le tissu local, développer, aider, enfin promouvoir le capital humain. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Bon, une des définitions qui... Pardon? Non, rien, j'ai rigolé, j'ai dit, j'allais le dire, mais bon. C'est pratiquement vous montrer. Donc, une des définitions qu'on peut avoir des achats responsables, c'est donc qu'ils favorisent de manière équilibrée et pérenne. Donc, c'est vraiment une vision équilibrée sur le long terme. Donc, grâce à la prise en compte des considérations et des exigences, des critères de l'ensemble des différentes parties. Donc, on a vu les différents intervenants qui peuvent être en contact avec l'entreprise. Donc, à la protection de l'environnement, au progrès social et au développement économique. Donc, vous retrouvez là les 3 volets, l'environnemental, social et économique. Donc, c'est vraiment les trois aspects du développement durable que l'on retrouve ici. Donc, on est vraiment dans une autre dynamique quand on le replace dans l'acte d'achat. On est vraiment dans une autre dynamique que la dynamique, on va dire, traditionnelle d'achat, où là, on est vraiment dans une façon de réfléchir différente. On intègre en fait ces 3 parties dans l'acte vraiment pur d'achat. Si je peux me permettre, j'insisterai sur le mot équilibré. C'est-à-dire que quand on mène un projet d'achat responsable, il ne s'agit pas d'aller favoriser telle ou telle composante. Il ne faut pas aller faire de l'écologique à tout prix, au détriment du prix et de l'offre. Vous voyez, on va pas, sinon c'est une espèce de relation qui va être complètement déséquilibrée entre les 3 piliers. Et ok, on va faire un achat qui correspondra à nos exigences sur le plan environnemental, mais qui coûtera peut-être 2 fois plus cher et qui, peut-être au niveau humain, ne sera pas totalement en cohésion avec ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est clair dans la définition. Et donc, sur tous les axes, il faut bien tout équilibrer pour que ces 3 piliers-là soient vraiment respectés. Oui, qu'il n'y ait pas... du coup, que l'équilibre soit pas... Et pérenne. Voilà. Ensuite, la notion d'achat responsable, on peut se dire, tiens, c'est un terme qui est à la mode en ce moment, avec la dimension, on va dire, écologique, on en entend beaucoup parler, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui répond à des attentes vraiment des attentes des différentes parties prenantes? Donc oui, en effet, les clients, ils sont de plus en plus à la recherche de la transparence dans leur acte d'achat. On le voit surtout, ça a été démultiplié ces dernières années grâce en fait à la médiatisation et à Internet qui permet d'avoir accès à l'information de plus en plus vite. On le voit dans tous les scandales qu'il y a eu récemment avec par exemple Spanghero et tout ça. Les gens sont informés, on va dire, dans la minute qui suit. Voilà. Donc les clients le client final est de plus en plus en attente de... Oui. C'est loin, c'est Spanghero qui l'a fait, c'est pas nous. Oui. On est surtout pour Spanghero, c'est pas l'OM, parce que oui, c'est l'entreprise, elle est basse. Oui. C'est pour ça qu'on a tendance à être transparente. Voilà, donc c'est vraiment une attente en fait qui vient, on va dire, des clients, qui est de plus en plus présente dans la société aujourd'hui. On parle par exemple on dit du consommateur au consommateur. Acheter moins, mais acheter des produits plus durables ou plus performants. On le voit par exemple aussi dans la dynamique par exemple des AMAP. Je ne sais pas si vous connaissez, qui se sont créés. Il y en a beaucoup qui se sont créés là sur les 5-6 dernières années, où c'est vraiment des gens qui sont en recherche de sens. Le consommateur final veut consommer un produit qui est dans qui correspond à quelque chose et avoir de la visibilité sur ce qu'il consomme. Oui, Oui. Justement, à propos de ce point-là, aujourd'hui, de manière plus concrète, vous avez 2 sites, l'un qui est soutenu par l'ADEME et l'un qui est accepté par sa méthode par l'ADEME, qui est Noteo, qui note en fait les produits que vous avez à Carrefour, à Leclerc, vous scannez avec votre application le produit, et vous avez une note environnementale, sociale, avec le prix aussi qui s'y rejoint. Et vous avez aussi un autre site Top 10 qui fait un comparatif entre les voitures, avec aussi vous avez tout ce qui est électroménager, tout ce qui est aussi ordinateur. Et donc ça peut permettre de manière vraiment précise d'avoir
Voilà, donc c'est toujours dans cette démarche justement d'avoir plus de transparence par rapport à ce qu'on consomme. Vous avez aussi une demande forte du secteur public et du secteur privé dans tout ce qui est appel d'offres. On voit de plus en plus ou consultations, appel d'offres c'est plus on va dire un secteur public, mais tout ce qui est consultation même privée, on voit de plus en plus de critères dans les consultations où les entreprises demandent si par exemple les fournisseurs ont intégré une dynamique d'achat responsable, une politique d'achat responsable au sein de l'entreprise, savoir qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment de plus en plus présent. Et aussi c'est un moyen au sein même de l'entreprise, c'est un moyen de motiver, de fidéliser ses salariés. Les salariés, on l'entend de plus en plus dans les études aujourd'hui, on dit que les salariés sont de plus en plus ne se retrouvent pas dans leurs entreprises, sont de plus en plus à la recherche de sens dans ce qu'ils font. Ils ont besoin d'avoir du sens dans leur travail. Et ça, c'est un moyen justement de redonner du sens justement aux salariés, de leur permettre justement d'aller vers un projet convergent où toute l'entreprise adhère à ce projet. Et ça permet aussi à l'entreprise de communiquer là-dessus et d'avoir une image justement de respectabilité par rapport aux autres entreprises. Donc ça c'est tous on va dire les attentes de certaines parties prenantes. On ne les a pas toutes énumérées, mais vous avez aussi mettre en place une démarche d'achat responsable, c'est un moyen aussi de dynamiser la croissance de l'entreprise, parce que ça va vous permettre de professionnaliser la fonction, mais aussi de réfléchir à la façon dont vraiment vous meniez l'acte d'achat et de le voir sous une autre dimension. Donc ça peut être justement en termes par rapport à ses clients, ça peut être un critère justement différenciant pour vos clients. En termes justement, on parlait de cycle de vie ou d'éco-conception, vraiment une façon de remettre à plat tout son process par exemple de production et d'optimiser les charges de l'entreprise, optimiser les différents process. C'est un moyen aussi d'anticiper les évolutions latentes, puisque c'est un moyen de se couvrir des risques qui peuvent exister pour son entreprise. Donc c'est aussi de sécuriser l'activité de son entreprise. Ça permet de mettre en place des partenariats avec les fournisseurs sur le long terme, parce qu'on parlait d'une relation équilibrée et pérenne, c'est vraiment être transparent avec son fournisseur, avoir vraiment une relation de confiance dans les deux sens, et donc permettre vraiment d'accompagner son fournisseur dans son développement et inversement. C'est aussi donc permettre certaines innovations technologiques. Donc c'est ce qu'on disait sur les process de fabrication, un moyen justement de proposer des produits innovants par rapport à ses concurrents. Donc c'est vraiment un moyen de dynamiser son entreprise et de balayer en fait tous les différents achats de l'entreprise et de les concevoir de manière vraiment plus globale, on va dire. Voilà. Donc on voit un peu sur ce slide, on voit que c'est vraiment une prise de conscience. Le fait de justement rester dans une dynamique, on va dire, d'achat classique, sans justement être proactif sur les achats et sans remettre en question justement ces différentes façons d'acheter, ça peut entraîner par exemple certains risques industriels de pollution, certains risques par exemple aussi pour les salariés par rapport à leur façon de travailler et les risques du travail. Il peut en découler des conflits sociaux. Vous pouvez donc perdre des marchés parce que justement vous n'avez pas eu la capacité de vous remettre en question et d'être dans cette dynamique de remise en question et vraiment de conception plus large de son entreprise, de vraiment voir l'activité de son entreprise de façon plus large. Et justement mettre en place une démarche d'achat responsable, ça permet justement d'optimiser justement ses coûts, de vraiment connaître tous les différents coûts de l'entreprise, de devenir plus compétitif. Ça permet aussi de fidéliser certains clients, puisque ça vous permet justement de répondre à leurs attentes, qui sont plus de transparence, plus d'attentes par rapport à ce concept vraiment de responsable.
Donc ça donne vraiment aussi une dynamique par rapport à vos salariés. Ça permet d'innover, d'être plus attractif et donc de maîtriser ces risques. Donc voilà, et ça vous permet aussi de créer de la valeur justement au sein de votre entreprise, de considérer tous les différents impacts en fait que dégage l'activité de votre entreprise et justement d'en prendre conscience et de le transformer en créant de la valeur et en ayant vraiment des actions avec une vision vraiment large de l'achat. Donc ensuite, on va voir différents, on va dire, méthodologies d'achat. Enfin, on va les voir assez rapidement parce qu'on va pas. Donc 3 méthodologies d'achat qui permettent justement après de mettre en application ces concepts, parce que là on est beaucoup dans les concepts. Donc on a une première concept, une première méthodologie, c'est ce qu'on appelle la démarche achat responsable, qui reprend donc toutes les différentes étapes de l'acte d'achat. Donc on voit ici donc vraiment la phase amont de l'achat, avant l'acte d'achat, réfléchir sur vraiment qu'est-ce qu'on va acheter. Ensuite une deuxième phase qui est vraiment la phase de consultation et une troisième phase qui est la phase de déploiement et de suivi. Et donc au sein de ces 3 grandes phases principales, vous avez toutes les différentes étapes de la démarche achat, donc par exemple la veille de marché, la stratégie achat, auquel justement au fil de toutes ces étapes, vous pouvez intégrer justement une réflexion plus responsable de vos achats. Donc par exemple sur la stratégie achat, essayez de prendre, quand vous allez réfléchir à quel type d'achat je vais effectuer, prendre en compte par exemple les contraintes externes et internes de l'entreprise. Donc vraiment réfléchir de façon plus... tu me complètes si tu veux. De façon plus fine, ouais, voilà, plus fine. En fait, juste la démarche, c'est de décortiquer chacune des étapes selon ce processus-là et d'aller à chaque étape, donc de la veille marché, stratégie achat, définition du besoin, lancement de l'appel d'offres, dépouillement, mise en place du contrat, enfin là je le fais vite, jusqu'au bout, jusqu'au reporting, d'aller intégrer vraiment de façon opérationnelle des actions qui vont dans le sens du développement durable et des achats responsables. Donc c'est à chaque étape se dire, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est tout à fait cohérent avec ce que je veux faire, ce que mon entreprise veut faire sur le point de vue responsable. Donc, vous voyez, au niveau de la veille marché, c'est aller explorer les marchés. Si on est dans une dynamique de marchés locaux, évidemment, on va plutôt aller chercher des fournisseurs de proximité, si on a cette volonté-là, et on va répondre par la même à cette volonté de l'entreprise de travailler avec les marchés locaux, où on va intégrer dès que possible les solutions innovantes du point de vue, on parlait de diminution de consommation d'énergie, d'éco-conception, etc. Donc on va explorer tout le champ des possibilités qui nous sont offertes pour aller travailler sur nos marchés, avec cette volonté-là d'intégrer au maximum des solutions innovantes en termes d'économie d'énergie, en termes de matériaux non polluants, etc. etc. À chaque étape, comme ça, il y a tout un tas de leviers qui sont à notre disposition pour aller dans le sens de cet achat responsable. Donc bien sûr, la mutualisation, on va chercher à mutualiser les actions, à mutualiser les volumes d'achat. Plutôt qu'acheter 10 fois la même chose, on va acheter une seule fois et de façon tout à fait maîtrisée. Le terme de maîtrise était important. Anita en a parlé largement tout à l'heure, maîtriser les risques, maîtriser les coûts. Donc la mutualisation, c'est le grand levier de l'acheteur, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, il faut vraiment le faire de façon maîtrisée à cette étape-là. Donc à chaque fois, après, on n'a pas le temps, malheureusement, de parler de tout, parce que là, on pourrait y passer 3 jours complets, mais voilà, on l'a appris. Peut-être à vous de voir si vous avez des questions sur des termes qu'on retrouve sur cette partie-là. Après, c'est vraiment chose à dire. Voilà. Remettre à plat quand vous voulez acheter un produit, remettre à plat tout le processus, c'est-à-dire réfléchir à toutes les étapes. Comment je fais ? D'abord, je vais me renseigner sur les différents fournisseurs qui existent. Comment je peux intégrer justement cette démarche d'achat responsable par rapport aussi aux souhaits de l'entreprise ?
Et c'est vraiment toutes les étapes, les remettre à plat et les décomposer pour intégrer à chaque étape cette dimension d'achat responsable. Après, évidemment, tout n'est pas faisable quand on s'engage dans une telle démarche dans une entreprise, si on part vraiment on va dire de zéro, on n'a pas mis grand-chose en place dans son entreprise, on ne peut pas tout mettre en place d'un coup, donc ça se fait petit à petit. Et chaque entreprise a sa spécificité, donc il y a certaines choses qui seront applicables à certaines entreprises qui ne le seront pas d'autres dans les démarches d'achat. Ce qu'il faut prioriser en fait qui est le plus important pour votre entreprise, ce vers quoi vous voulez aller. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place, que vous allez vouloir mettre en place qui vont être plus importantes que d'autres. Donc il ne faut pas essayer de tout faire d'un coup parce que ça peut être vite effrayant. Oui, ça dépendra du niveau d'avancement de la structure achat. Mais après, il y a des choses très simples. La partie appel d'offres, dépouillement. Mais par exemple, vous voyez, là, il y a écrit comparaison équitable. C'est quelque chose de tout bête, mais il y a certaines entreprises qui se disent très tout comme il faut du point de vue développement durable, sauf que quand elles lancent un appel d'offres, elles vont interroger 3 fournisseurs, mais elles savent déjà avec lesquels elles veulent travailler. C'est-à-dire qu'elles vont faire travailler 2 fournisseurs potentiels pour rien du tout. C'est des gens qui vont passer peut-être une semaine à temps complet à travailler sur une offre commerciale, alors qu'ils ne seront jamais retenus parce que l'acheteur qui est en train de lancer l'appel d'offres, il a déjà bien dans sa tête identifié avec qui il veut travailler. Donc ça, c'est tout sauf des achats responsables. D'accord ? On interroge 3 fournisseurs, mais on sait avec qui on veut travailler. Enfin, c'est pas cohérent. Soit on ne fait pas d'appel d'offres et on dit à celui avec qui on veut travailler, écoute, j'aimerais qu'on travaille ensemble, on se met d'accord sur les principes de notre collaboration. Soit on fait un appel d'offres et si on interroge 3 personnes, 3 fournisseurs potentiels, on est prêt à sélectionner les 3 fournisseurs. Donc pour ça, c'est une question d'éthique. Et donc ça, tout le monde peut le faire, hein, mais c'est donner le même niveau d'information à tous les fournisseurs qui sont consultés. Donc envoyer la même information au même moment, répondre aux questions éventuelles, répondre à tout le monde qui est en train de travailler sur une offre commerciale. C'est faire part vraiment du même degré et juger de façon tout à fait objective et équitable les trois offres, s'il y a 3 fournisseurs qui sont interrogés, pour être tout à fait en accord avec ces principes. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place très vite. Mais parfois c'est un peu rigolo parce qu'il y a des entreprises qui nous disent « Ah, nous on est très, très responsable, très développement durable, on n'achète que du papier PFC, on fait des économies de carburant parce qu'on fait du covoiturage, on est très développement durable. » Et puis en fait on se rend compte que ces gens-là, ils ne sont pas du tout bons élèves sur des principes un peu de base de cet ordre. Mais voilà, là ça rappelle tout ça. Si je peux me permettre, après, c'est vrai que de toute façon, être parfait dans une logique développement durable, c'est difficile. Ouais. On a toujours un point qui ne va pas. Et l'objectif, c'est pas d'être parfait parce qu'on n'y arrivera pas de toute façon. L'objectif, c'est d'avoir déjà la démarche en tête, vouloir aller au plus loin. Et et après avoir quelque chose de global en assumant aussi ses parts sombres. Parce que finalement, voilà, c'est toute structure a ses côtés qu'elle laisse de côté parce que c'est pas ses priorités, parce qu'elle n'a pas le temps de les traiter. Et donc dans ces cas-là, c'est vrai que il faut juste l'assumer. Moi je pense que c'est pas d'être pas développement durable que de ne pas en faire. Voilà. Enfin, je ne sais pas si vous parlez de l'exemple que je viens de citer. Général. Mais moi je suis. Alors là, en tout cas, je ne peux pas concevoir de faire travailler des entreprises pendant des jours sans leur donner la moindre chance de réussir, par exemple. Vous voyez, ça, c'est accessible à tout le monde. Et sans vouloir être élève parfait, je ne crois pas qu'on puisse se vanter d'avoir un comportement durable et d'avoir ce genre de pratique. Parce que ça, c'est accessible à tout le monde. Il suffit juste d'être équitable au sens premier du terme. Là, c'est de l'éthique, c'est différent. C'est de l'éthique. Qu'on ne soit pas parfait sur tout, ça, je suis tout à fait d'accord. Et bien évidemment, personne ne le sera jamais. On est tous perfectibles sur plein de domaines. Mais il y a des choses quand même sur lesquelles, comme l'exemple qu'a montré Elodie,
Là, sont c'est de hyper l'éthique. abordables. Là, c'est vraiment de l'éthique et donc c'est un autre niveau. C'est pas des difficultés à faire des économies, par exemple sur le carburant, d'imposer à ses salariés de faire du covoiturage. Ça, c'est quasi impossible. Donc là, moi, je suis d'accord qu'on ne peut pas là-dessus vraiment... Enfin, c'est perfectible à plein de niveaux. Mais l'éthique, c'est quand même la base et le socle de l'entreprise. Donc si on ne fait pas passer ça, on va avoir du mal à faire passer tout le reste, à mon avis. Ouais. Après, attention, Romain, je ne veux pas que ce soit mal interprété ce que j'ai dit. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, on ne peut pas être parfait. Et nous, les premiers, on est loin d'être parfaits sur tous les points et tout ça. Mais ce que je veux dire, après, on peut très bien vouloir travailler avec quelqu'un parce cette personne-là, ce fournisseur-là, on lui fait hyper confiance, on sait qu'il travaille bien, qu'il a des bons prix, tout. Donc, mais à ce moment-là, il faut juste lui dire on veut travailler ensemble et on travaille ensemble, on trouve l'accord pour trouver les bonnes conditions dans la mesure du possible. Mais surtout pas essayer de faire genre je fais bien les choses, mais en fait, voilà. Après, moi je trouve que du point de vue humain et moral, c'est pas correct. Et puis en plus, ça peut mettre en difficulté certaines entreprises qui répondent. Je pense qu'on en connaît tous dans nos environnements, qui répondent à des appels d'offres une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, qui ne sont jamais retenus, qui dépensent des sommes folles en force commerciale, en temps passé, donc en salaire, et puis finalement ça peut même les mettre en grave difficulté. Donc c'est toujours trouver le juste milieu, et c'est sûr je suis d'accord, là, on ne peut vraiment pas tout faire en même temps, mais il y a des choses tout à fait simples qu'il ne faut pas oublier de faire, quoi. Voilà, dans la mesure du possible. Après, on est vraiment dans une réflexion d'achat responsable. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. On va dire, si on met en place une politique RSE dans l'entreprise, il y a d'une part les achats, mais après, il y a tout le reste autour. Donc, évidemment, on ne peut pas tout mener de front. Là, on est vraiment dans un raisonnement achat et dans les choses à mettre en place qui sont faciles à mettre en place, qui permettent d'avoir des résultats tout de suite en termes d'achat. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à... Il y avait une deuxième. Vous avez une autre. Oui, il y en a deux autres. Donc, une autre... on va accélérer. Donc, une autre démarche qui peut être adoptée pour vraiment se mettre dans cette dynamique de réflexion d'achat responsable, c'est une approche qu'on appelle en cycle de vie. Donc, c'est vraiment revoir à chaque étape du cycle de vie toutes les phases en fait de gaspillage, tous les différents impacts en fait que peut avoir les différentes phases de transformation du produit. Donc ça va à partir de l'achat de la matière première, en passant par la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation et surtout la fin de vie et la revalorisation des déchets. Donc c'est vraiment prendre la vie du produit dans son ensemble. Donc à chaque étape, voir quels sont les impacts et comment on peut essayer de les diminuer ou de les d'optimiser ce qu'on met en place. Mais on voit, là on rentre plus dans le détail, donc c'est par exemple avant l'acte, en amont de l'acte d'achat, c'est se poser les questions, par exemple si vous achetez des matières premières, des substances ou autres, se poser la question si c'est des produits qui sont renouvelables, s'ils sont toxiques, s'ils sont nocifs. Est-ce que leur extraction, la fabrication va générer de la pollution. C'est vraiment se mettre dans cette dynamique là vraiment qui tourne tout autour du produit. Au niveau de la fabrication, donc c'est pareil, est-ce que la fabrication du produit va être polluante, combien je vais consommer d'énergie, combien je vais consommer d'eau, en termes de gestion du site de production, comment ça va se passer. Essayer de trouver des solutions pour optimiser tous ces process. Pareil en termes de transport et de logistique. Donc c'est peut-être plus intéressant. Vous pouvez avoir par exemple si vous achetez un produit en Chine, vous pouvez l'acheter peut-être moins cher, mais en termes par exemple de mode de transport, si vous faites venir en avion ou autre, c'est pas forcément plus performant, les délais sont peut-être plus longs, vous avez peut-être... Conditions de travail des petits Chinois aussi. Oui. Après ça c'est vraiment dans la relation avec son fournisseur, savoir comment est-ce qu'il travaille, avoir de la transparence. Travail, elles sont prises en compte là ou pas? Non. Ça s'appelle Là c'est vraiment sur... pardon. Oui. C'est un autre nom, ça s'appelle l'analyse sociale du cycle de vie. Oui. Et là, c'est pris en charge. Oui. Ça manque quand même. Ah, mais ça manque, c'est déjà pas mal ça déjà. Oui. Non, mais là, on est Pour une plus première sur un approche, produit, en fait. on est plus produit, mais après il y a en effet toute la dimension sociale qui vient se greffer dessus,
qui est encore... voilà. Donc c'est toutes ces questions-là, après, et aussi après l'acte d'achat. Donc est-ce que le produit est facilement réparable? Est-ce qu'il va générer beaucoup de déchets? Est-ce que son utilisation va être raisonnable par les usagers, ou est-ce qu'il va falloir qu'ils l'utilisent maintes et maintes fois? En termes de réparation et d'entretien, voilà, qu'est-ce que va consommer ce produit? C'est vraiment, là aussi, se mettre dans une dynamique vraiment toute la vie du produit, jusqu'à la fin, jusqu'au déchet, à la revalorisation du déchet. Comment est-ce que vous pouvez mettre en place, par exemple, des moyens pour revaloriser les déchets, ou récupérer les déchets en fin de vie? L'exemple typique, c'est par exemple les poches plastiques qui étaient utilisées dans les supermarchés avant. Donc maintenant, les poches, elles sont recyclées, elles sont réutilisées, elles ne sont pas jetées partout dans la nature. Voilà, elles ont trouvé une autre vie en fait. C'est vraiment une revalorisation du produit. Et donc, pour finir, on va aller vite. Donc là, c'est vraiment une autre dynamique. C'est une dynamique, on va dire, plus financière dans l'approche d'achat responsable. C'est vraiment réfléchir ce qu'on appelle en coût complet. C'est-à-dire quand vous achetez un produit, vous avez donc, on va dire, le prix d'achat du produit, donc, qui est composé par le prix de la matière, les frais fixes et la marge on va dire, du fournisseur. Et vous avez tous les coûts qui viennent se greffer en plus, qu'on appelle. Donc il y a deux types de coûts, les coûts d'acquisition, c'est-à-dire tout ce qui va venir s'ajouter au fait d'acquérir le produit. Donc ça va être par exemple le transport, ça va être le transfert de propriété si vous avez des brevets, ça va être les délais de livraison, si les délais de livraison sont longs, ça va vous obliger derrière à avoir du stock, donc ça va avoir un coût en plus. En termes de... il y a énormément de choses. Voilà, est-ce que votre produit va nécessiter une certaine formation pour pouvoir le mettre en place dans l'entreprise? Donc ça aussi c'est un coût. Donc c'est évaluer tous ces coûts d'acquisition, et ensuite derrière tous les coûts de possession. Le fait de détenir ce produit va engendrer aussi peut-être des coûts supplémentaires, par exemple d'entretien, de maintenance, de réparation. Alors est-ce qu'un produit va avoir un coût d'entretien plus élevé qu'un autre? Donc c'est quand vous achetez, là l'idée c'est quand vous êtes lorsque vous voulez acheter un produit, vraiment envisager son achat dans sa totalité. Donc si vous avez par exemple deux propositions, c'est évaluer le prix, on va dire, initial du produit, mais derrière tout ce qui en découle, donc le prix d'acquisition de chaque produit et le prix de possession. Donc on prenait tout à l'heure l'exemple de la Chine. Si vous achetez un produit en Chine, donc il est peut-être moins cher, mais vous allez derrière vous allez avoir par exemple des coûts de transport qui vont être beaucoup plus élevés, des coûts douaniers. Derrière votre produit, en termes de bilan carbone, il va être beaucoup plus polluant. Donc c'est toute cette dynamique-là à intégrer pour vraiment avoir une vision complète en fait de la notion d'achat dans votre entreprise. Et alors en quoi, là, moi je ne saisis pas très bien, on intègre justement la notion de responsabilité. Parce qu'il y a aussi toute la partie justement consommation. Par exemple, si vous achetez un produit pour le fabriquer, le transformer ou l'utiliser, par exemple si c'est un photocopieur, je prends un exemple que tout le monde connaît, si c'est un photocopieur, il va utiliser quand vous allez une fois que vous l'aurez acquis, vous l'aurez dans l'entreprise, il va utiliser justement de l'électricité pour fonctionner. Donc c'est savoir justement si ce produit, par exemple cette marque consomme plus qu'une autre. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour l'entreprise? Donc ça va pour la photocopieuse, mais aussi pour tout ce qui est par exemple le machine de fabrication dans des usines où là il peut y avoir des différences énormes. En fait, l'idée, quand on travaille comme ça, quand on met en place ce type de réflexion, c'est vraiment d'aller mesurer les aspects coûts dans leur globalité et de ne pas avoir de mauvaises surprises après. Donc là où ça rejoint l'aspect responsable, c'est qu'on va avoir une vraie maîtrise du coup de bout en bout d'utilisation du produit. Et donc par là même, il n'y aura pas de surprise. Donc maîtrise, on est aussi dans un jugement de différentes offres, éventuellement de fournisseurs qui seront faites en tenant compte de l'ensemble des composantes du coût total. Et donc parfois on peut avoir des achats qui en facial paraissent beaucoup plus attractifs. Puis en fait on se rend compte que si on a prévu de les utiliser, je sais pas, pendant 10 ans, au bout à bout, mis les 10 années d'utilisation du matériel, finalement, ils vont coûter 20% plus cher
que le prix facial qu'on avait vu au démarrage. Et c'est en ça que déjà, ça nous permet de juger des offres vraiment de façon juste, des offres de différents fournisseurs qu'on va interroger, et en plus d'être tout à fait pérenne et économiquement intéressant, parce qu'on va avoir aucune mauvaise surprise. Et on va même pouvoir aller, si c'est bien fait, ce qu'on fait, c'est qu'on négocie dès le démarrage tout ce qui va se passer sur les 10 ans à venir. Les pièces détachées qui tombent en panne le plus souvent, tous les consommables, la maintenance, la formation des utilisateurs, si on achète des systèmes qui ont des besoins de logiciels, les mises à jour de logiciels, enfin, tu vois, c'est vraiment dans l'ensemble et zéro surprise, enfin, dans l'idéal. Après, il peut toujours y avoir, mais... Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on est en maîtrise totale de l'achat qu'on est en train de réaliser. Voilà. Donc ensuite, là on vous cite différents dispositifs qui existent, différents outils, le site internet que vous pouvez consulter pour mettre en place une démarche d'achat responsable. Et je vais passer la main à Amélie Romain.